Il a fait toutes les campagnes du consulat et de l'Empire. 16 campagnes, 48 batailles et jamais aucune blessure. Ses faits d'armes l'ont fait rapidement entrer dans la garde et ses mémoires détaillées dans la légende impériale. Son récit est une mine d'informations incroyables sur la vie du soldat sous l'Empire, mais il est aussi très riche en anecdotes et en pépites. Il a vécu au plus près de l'empereur, au bivouac, en campagne et a participé aux plus grandes batailles des guerres napoléoniennes ainsi qu'à la terrible retraite de Russie. C'est à la fois touchant, amusant, simple, sincère et bien sûr épique. Évidemment, je parle du capitaine Coignet et de ses célèbres cahiers. Oui, vous étiez nombreux à la réclamer et vous aviez bien raison. De par cette vidéo, je démarre ici une série sur la vie trépidante du brave parmi les braves, Jean-Roch Coignet. Ça va être incroyable de bout en bout et vous allez le voir dès cet épisode, ça démarre très très fort. Bienvenue dans Fragment, installez-vous, on se lance dans une formidable aventure. Alors voilà, on se lance enfin sur une série que beaucoup attendaient, sur le capitaine Coignet. Je vais le faire en plusieurs parties parce que, avec ça, il y a largement matière. D'ailleurs, je sais même pas combien d'épisodes je vais faire pour le moment, je vais y aller au fur et à mesure. Je vais tâcher de vous compter et de vous résumer tout ça du mieux possible, en ne gardant que le meilleur et, comme toujours dans Fragment, avec des citations immersives de l'auteur. Je commence donc, non pas par le commencement, parce que le livre débute sur la jeunesse de Jean-Roch Coignet, je vais passer là-dessus en vous donnant uniquement l'essentiel. On va démarrer directement au moment où Coignet entre dans l'armée et participe à sa première campagne, à sa première bataille. Et vous allez le voir, dès la première bataille, c'est déjà épique. Rapide présentation de Jean-Roch Coignet. Déjà, regardez-moi cette gueule, c'est une photo d'époque. Moi, il m'a toujours fait penser à Clé dans Son of Anarchy. Et comme on n'a qu'une photo de lui, ou deux, oui on en a deux de lui, évidemment je vais prendre, si les photos existaient à l'époque de l'Empire ça se saurait, je vais prendre des images de grenadiers pour illustrer tout ça. Jean-Roch Coignet naît donc le 16 août 1776 dans Lyon, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a une enfance assez rude, ce qui va forger son caractère. Son père a plusieurs femmes à la suite, beaucoup d'enfants au point qu'il saura même plus les reconnaître, et la dernière d'entre elles les bat. Bref, l'enfance difficile quoi. C'est ainsi en tant qu'enfant battu qu'il quitte la maison très jeune pour aller enchaîner les petits boulots à la ferme. Et il finit par s'occuper des chevaux, chose qu'il fait très bien. Il vend même des chevaux à l'école militaire, c'est la première fois qu'il rencontre des soldats, et tout de suite ça va le marquer, et lui donner des idées. Il est fasciné par ce monde militaire, et ce monde va justement le rattraper en 1799, lorsqu'il est appelé à la conscription. Il a 23 ans, on est alors sous le tout nouveau régime du consulat, et le premier consul n'est autre qu'un certain Bonaparte. Je pense que vous le connaissez. Il rejoint son régiment pour y être formé, et sa première campagne arrive dans la foulée. On est en 1799 toujours, c'est la seconde campagne d'Italie contre les Autrichiens. Il passe les Alpes, descend la vallée du Pô, et le 9 juin, il va participer à sa toute première bataille, la bataille de Montebello. C'est donc sa première bataille, son premier feu, sa première cartouche. Et déjà, vous allez le voir, ça va pas plaisanter du tout. Et notre ami Coignet ne va pas faire les choses à moitié. Il est pas venu pour enfiler des perles. C'est simple, 8 kills, un canon capturé. Voilà, première bataille, hein. Sur Call of c'est un ratio de 8, tout simplement, et beaucoup d'XP. Sa première cartouche, il la met la veille, justement, dans son fusil, et il nous dit « Je fis le signe de croix avec ma cartouche, et il me porte à bonheur. » Tu m'étonnes. Je laisse la parole à Coignet pour ses premières armes. Quand nous arrivâmes à l'entrée du village de Montebello, où nous vîmes beaucoup de blessés, voilà la charge qui bat. Je me trouvais à la première section, au 3e rang par mon rang de taille, et en sortant du village, il se trouvait une pièce de canon qui fit feu à mitraille sur nous, mais ne fit de mal à personne. Comme je baissais la tête à ce coup de canon, mon sergent-major donna un coup de sabre sur mon sac. « On ne baisse pas la tête, me dit-il. »« Non, lui répondis-je. » Déjà, ça met dans l'ambiance. Et juste après ça, son premier coup d'éclat. Le coup partit de cette pièce. Le capitaine Merle crie « À droite et à gauche, dans les fossés !» pour prévenir le second coup. Comme je n'avais pas entendu le commandement de mon capitaine, je me trouvais tout à fait découvert et je courus sur la pièce. Je traverse les tambours et tombe sur les canonniers. Comme ils finissaient de charger leurs pièces, ils ne me virent pas, et je les passai à la baïonnette tous les 5, et moi de sauter sur la pièce, et mon capitaine de m'embrasser en passant. Il me dit de garder ma pièce, ce que je fis. Voilà, ça vient de commencer, il est déjà à 5 et un canon capturé. Il croise le prince Berthier qui lui demande son nom, son régiment, et puis qui valide le fait qu'il a bien pris cette pièce pour être récompensé. Et là il lui dit qu'il sera amené dès le soir même auprès du premier consul.
Ça commence très fort, je vous l'ai dit. Mais c'est pas fini, ça continue puisqu'il croise son capitaine, il lui raconte tout ça, et là, son capitaine lui propose de le suivre. À 200 pas de l'autre côté du chemin, il se trouvait un gros poirier sauvage avec, derrière, un grenadier hongrois qui attendait que mon capitaine fût en face de lui pour l'ajuster. Comme il le vit, il me crie « À vous, grenadier !» Comme j'étais en arrière, je le mets en joue à 10 pas. Il tombe raide mort, et mon capitaine de m'embrasser. « Ne me quittez pas de la journée, vous m'avez sauvé la vie. » C'est toujours pas fini. Ça continue. Voilà un sergent qui passe de l'autre côté, comme nous. Il est enveloppé par 3 grenadiers, et moi de courir pour le délivrer. Il le tenait et me disait de me rendre. Je leur tendis mon fusil de la main gauche, lui fis faire la bascule de la main droite et lui plongeai ma baïonnette dans le ventre. Et de suite à son camarade. Et le 3e fut jeté à terre par le sergent qui le prit par le haut de la tête et le mit sous ses pieds. Le capitaine finit ma besogne. Et voilà. Il est à 8. Ensuite, il nous raconte la fin de la bataille, avec l'arrivée de Bonaparte notamment, et aussi bien sûr les exploits de Lannes, parce que cette bataille de Montebello, il faut bien comprendre que si Lannes a été fait duc de Montebello par la suite, c'est pas pour rien. Le consul arriva pour voir la bataille gagnée et le maréchal Lannes couvert de sang. Il faisait peur. Il avait été partout, au milieu du feu. C'est lui qui avait fait la dernière charge. Et le soir venu, comme promis, c'est la rencontre avec Bonaparte, le premier consul. Le prince et mon capitaine vont près du consul et lui parlent un peu de temps. On me fait approcher. Le consul vint vers moi et me prit par l'oreille. Je croyais que c'était pour me gronder. Pas du tout. C'était de l'amitié. Me tenant l'oreille. « Combien as-tu de service ?»« C'est le premier jour que je vais au feu. »« Ah, c'est bien débuté. Berthier, marque-lui un fusil d'honneur. Tu es trop jeune pour être dans ma garde. Il faut 4 campagnes. Marque-le, Berthier, de suite. Et porte-le dans le portefeuille des notes. Va, me dit-il, tu viendras dans ma garde. Ainsi finit la bataille de Montebello, et on peut dire que Coignet a démarré en beauté. La prochaine, ce sera Marengo, mais juste une petite parenthèse avant de continuer. Si vous appréciez mon travail et si vous êtes intéressé par l'épopée impériale, que vous voulez y accéder de manière assez pédagogique, j'ai un cours en ligne sur le sujet, Histoire complète de Napoléon et de l'Empire. C'est un cours multimédia et interactif avec des vidéos de cours, des audios, des fiches PDF à télécharger, des QCM, bref, tout est fait pour vous conter cette formidable histoire de la manière la plus simple et pédagogique possible. Si ça vous intéresse, sachez que grâce au lien en description et exclusivement pour cette vidéo, je vous offre un code promo de moins 50%. Profitez-en et nous, on continue la vidéo. Donc Montebello, c'est fait et avec la manière, maintenant on passe à sa seconde bataille, son second fait d'armes, toujours lors de cette seconde campagne d'Italie, c'est la victoire de Marengo. Alors là c'est une bataille terrible pour toute l'armée, il aura fallu tenir de nombreuses heures en infériorité numérique avant l'arrivée des renforts, on connaît l'histoire, c'est le général Dessé qui arrive avec les renforts et qui sauve la bataille et qui décède à ce moment-là. Mais avant l'arrivée du général Dessé, c'est un véritable cauchemar, notamment pour Coignet et son régiment qui sont situés sur l'aile gauche du dispositif français et ils se prennent vraiment tout dans la tronche, mitraille, infanterie, canon, cavalerie, c'est terrible. Coignet nous raconte qu'il est projeté au sol par un souffle de boulet, la mitraille ensuite fait tomber des branches d'arbres sur lui, il est quasiment presque évanoui et par miracle, il arrive à retrouver non pas son régiment mais un régiment, c'est déjà pas mal. Je laisse la parole à Coignet pour que vous compreniez un peu cet enfer. Leurs nombreuses artilleries nous accablaient et nous ne pouvions plus tenir. Nos rangs se dégarnissaient à vue. De loin, on ne voyait que blessés, et les soldats qui portaient les blessés ne revenaient pas dans leurs rangs. Ça nous affaiblit beaucoup. Il fallut céder du terrain, et personne pour nous soutenir. Il fallut battre en retraite de force, tandis que leurs colonnes se renouvelaient à chaque instant. Nous, personne ne venait à notre secours, et nous voyions derrière nous la plaine remplie de blessés, et les porteurs de ces malheureux que l'on amenait à l'ambulance, et les soldats qui ne revenaient pas. À force de brûler des cartouches, il n'était plus possible de les faire descendre dans le canon de notre fusil. Il fallut pisser dans nos canons pour les décrasser et mettre de la poudre sans la bourrer. Eh oui, je vous l'ai dit, c'est riche en anecdotes. Soudain, après avoir tenu si longtemps, première respiration, c'est le premier consul, Bonaparte, qui arrive avec sa garde, la garde consulaire. Et ça fait du bien. Alors le feu redoubla et le consul parut. Nous fûmes une fois plus forts. Il fit mettre sa garde en ligne au centre de l'armée et la fit marcher en avant. Ils arrêtèrent l'ennemi de suite, formèrent le carré et marchèrent en bataille. Puis, les beaux grenadiers à cheval arrivèrent au galop, chargèrent de suite sur l'ennemi et culbutèrent la cavalerie.
Ah, ça nous fit respirer un moment, ça nous donna de la confiance pour 1 heure. Mais juste après, Coignet frôle la mort et il nous raconte ça. J'ai reçu un coup de sabre tellement fort sur le cou que ma queue fut coupée à moitié. Heureusement que j'avais la plus forte de tout le régiment. Évidemment, quand il parle de sa queue, il parle de ses cheveux, je précise. L'intervention de la garde consulaire ne suffit pas, le régiment de Coignet peut enfin battre en retraite en bon ordre, mais la bataille est loin d'être terminée. Coignet a une toute petite blessure, il a la queue coupée, mais il a une toute petite blessure à l'épaule. Ça compte pas, on veut quand même l'envoyer à l'arrière, il refuse, il veut rester dans ses rangs. Ensuite, il croise son capitaine, et là son capitaine saute de joie, disant qu'il le croyait mort, lui serre la main, le félicite, et Coignet nous dit quelque chose d'assez touchant, que c'est donc beau la reconnaissance, j'en sentirai le prix toute ma vie. On continue à se replier en bon ordre, en subissant toujours les assauts des Autrichiens, quand soudain, ce sont les renforts qui arrivent. Enfin, voilà des cris de joie. Les voilà, les voilà! Cette belle division venait l'arme au bras. C'était comme une forêt que le vent fait vaciller. Toutes ces belles troupes arrivaient sans courir, et cette belle artillerie dans les intervalles des demi-brigades, et un régiment de grosse cavalerie qui fermait la marche. Rapidement, grâce à l'arrivée de ces renforts du général Dessay, les Autrichiens sont mis en déroute. C'est un capharnaüm absolu, la panique totale dans leur rang. La victoire est remportée de justesse. Ensuite, Coignet, qui a déjà remporté un fusil d'honneur, se rend au château de Marengo où il connaît quelqu'un, tout simplement parce qu'à l'époque, il lui avait vendu des chevaux. Donc il parle avec cet officier, il montre bien qu'il connaît les chevaux, que c'est bien lui qui lui a vendu, et comme ça il commence à se faire un contact, parce que son but, on le rappelle, souvenez-vous de sa discussion avec Bonaparte, son but c'est d'entrer dans la garde. Donc il force un peu, il fait jouer de ses maigres relations. Le capitaine lui dit que s'il vient à Paris, qu'il le fasse appeler, et puis il va voir ce qu'il peut faire. Ensuite, c'est la bataille de Brescia. Bon, je vous passe là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. L'entrée dans les États de Venise, la paix qui est signée. Et pour la deuxième campagne de Coignet, ce sera direction l'Espagne. Là aussi, je passe sur ce chapitre parce que c'est pas très intéressant non plus. À part que Coignet se plaint beaucoup des Espagnols. Disons qu'il les aime pas trop, les Espagnols, Coignet. Mais voilà, sa seconde campagne après l'Italie, c'est l'Espagne. Ensuite, il rentre en France, il est mis en garnison au Mans. Ensuite, il monte à Paris. Et là, comme promis, il recontacte l'officier qu'il avait vu à Marengo. Et on lui présente un certain général Davout, que vous connaissez bien. Le problème, c'est que, bon, déjà, Coignet n'a pas 4 campagnes, il en a que 2. Bon, ses faits de gloire et son fusil d'argent rattrapent tout ça. Mais surtout, le problème de Coignet, c'est qu'il est trop petit pour entrer dans la garde. Mais vous allez le voir, grâce à un habile stratagème et grâce à sa sympathie, à la sympathie qu'il inspire à tout le monde, à Davout en premier lieu, ça va plutôt bien se passer. Écoutez l'échange entre Coignet et Davout. Vous m'amenez un sapeur qui a une belle barbe. Je voudrais le garder dans ma compagnie, lui dit mon capitaine Renard. Il a un fusil d'honneur. Mais il est bien petit. Il me fit mettre à côté de lui. Tu n'as pas la taille pour les grenadiers. Je désirerais le garder, mon général. Eh bien, il faut tromper la toise. Quand il passera sous la toise, tu lui feras mettre des jeux de cartes dans ses bas. Voyons cela, dit-il. Il lui manque 6 lignes. Eh bien, tu vois qu'avec 2 jeux sous chaque pied, il aura ses 6 pouces, et tu l'accompagneras. Ah, certainement, mon général. S'il est accepté, ce sera le plus petit de mes grenadiers. Mon général, il va être décoré. Ah, c'est différent. Fais ton possible pour le faire recevoir. Et voilà comment, grâce à quelques cartes, on triche et on fait rentrer un brave dans la garde. Ensuite, il nous raconte sa formation. Je vous passe là-dessus, même s'il y a des anecdotes amusantes. Et enfin, je terminerai cet épisode par la consécration, la première consécration pour Coignet, la Légion d'honneur. Nous sommes le 14 juin 1804, c'est la première cérémonie de remise des croix de la Légion d'honneur, et Coignet y figure en bonne place. Il nous décrit la cérémonie, grandiose, et d'après ce que nous dit Coignet, après les membres de l'état-major, c'est lui le premier soldat à recevoir la croix. C'est lui qu'on appelle en premier. Et il en est tout fier, c'est assez mignon. Là, on peut dire qu'il a bien gravi les échelons. En 4 ans, il est désormais dans la garde, décoré de la Légion d'honneur. Mais soudain, c'est le drame, puisque, nous raconte Coignet, eh bien, on va tenter d'attenter à sa vie, justement. Je sais pas si ça se dit ça, mais bon, on va la garder. En fait, Coignet se promène tout fier avec sa croix sur sa boutonnière dans Paris. Et soudain, un homme mystérieux, un mystérieux inconnu, l'interpelle et insiste pour lui offrir une tasse de café. Coignet refuse tout d'abord, mais l'inconnu insiste, il rentre dans le café et puis
il boit sa tasse, et aussitôt la tasse bue, l'inconnu dit qu'il a un rendez-vous, qu'il doit partir, et il s'enfuit. Et là ensuite, Coignet, dès qu'il sort du café, il s'étale de tout son long, il se tord de douleur, et nous dit-il, il a été empoisonné. En résulte 40 jours d'hôpital. Coignet nous décrit ses souffrances abominables en haut et en bas. Bonaparte fait même déplacer son propre médecin Larrey pour soigner ce brave Coignet. Finalement, après 40 jours, il peut regagner son régiment. Pourquoi avoir voulu tenter d'assassiner Coignet? Enfin, ça, c'est Coignet qui le dit et qui le pense. Mais selon lui, vous savez, sous le consulat, c'était une période où beaucoup de gens voulaient s'en prendre à Bonaparte, des royalistes, des jacobins, des agents étrangers. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Eh bien, Coignet nous dit, alors voilà, c'est selon lui, ne pouvant atteindre le premier consul, les loups féroces se jetaient sur son troupeau. Tels Georges Cadoudal et Pichegru, et Moreau, ce grand général qui voulait la place qu'il avait refusée, et leurs agents. C'est un de ces mouchards qui m'avait guetté pour me détruire. Qu'en est-il vraiment? On ne le saura probablement jamais, mais c'est en tout cas comme ça qu'il le décrit. Quoi qu'il en soit, le voilà donc dans la garde impériale, décoré de la Légion d'honneur après un début de parcours fracassant, et ensuite, eh bien, il est affecté, comme beaucoup, comme 150 000 hommes, au camp de Boulogne. Le camp de Boulogne, vous connaissez, j'ai aussi fait un épisode là-dessus, sur ce projet d'invasion de l'Angleterre. 150 000 hommes s'entraînent jour et nuit, dont Coignet, pour faire des manœuvres sur terre et en mer. On attend, on s'impatiente, on s'entraîne, quand soudain l'ordre tombe, ça n'est plus en Angleterre qu'on va, direction le cœur de l'Allemagne. Vous connaissez les détails, l'Angleterre ayant soulevé la troisième coalition avec l'Autriche, la Russie, qui sera peut-être bientôt rejoint par la Prusse, Napoléon ne pouvant traverser la Manche à cause de la faiblesse de sa marine et de son incompétence aussi. Napoléon, c'est ce qu'on appelle la pirouette de Boulogne, retourne son armée et la fait foncer vers le cœur de l'Allemagne. Viendront ensuite les victoires d'Ulm et d'Austerlitz, auxquelles participe Coignet, mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Il s'annonce pas mal, ce prochain épisode. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà qu'on a démarré fort, je pense que ça va continuer. Enfin, je suis sûr que ça va continuer très très fort. Voilà, merci. J'espère que cet épisode, ce premier épisode, vous a plu. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une série sur le capitaine Coignet. Je vais tâcher au mieux de vous résumer ce formidable livre qui fait vraiment partie intégrante de la légende impériale du point de vue du soldat. C'est vraiment passionnant. Donc si ça vous intéresse, vraiment, likez cet épisode, partagez-le, mettez-moi un petit commentaire parce que cette série me tient à cœur et si elle vous tient à cœur également, je vous serai gré de m'aider à la développer et à lui assurer le meilleur lancement possible. Voilà, merci à vous. Encore une fois, n'oubliez pas que mon cours en ligne sur Napoléon est à moins 50% grâce au lien en description. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, pas tout de suite sur le capitaine Coignet. Je pense que la prochaine, ce sera sur le film Alexandre d'Oliver Stone. Coignet, ça va revenir, ne vous en faites pas. On va aller au bout de cette série, mais ce sera pour plus tard. Allez, merci encore de votre attention, mes braves, et à bientôt.